avec, vous l'avez vu, 3 conférences. Voici comment ça va marcher. D'abord, je me présente, je m'appelle Étienne Gis. Je ne suis pas conférencier. Les 3 conférenciers d'aujourd'hui sont tous les 3 membres de l'Académie des sciences. Et c'est peut-être à ce titre que je vais modérer cet après-midi. Donc nous avons 3 conférences. La première sera par Jacqueline Bloch. C'est peut-être pas ce qui avait été annoncé initialement, donc je vous signale ce changement. La deuxième sera par Alain Chédotal ici, et la troisième par Anne-Marie Lagrange. Donc on aura 3 coups de projecteur sur 3 sciences différentes. Chaque conférence durera, je l'espère, 40 minutes et pas plus. Je serai intraitable sur la durée. Et puis ce que je ferai, c'est que entre ces conférences, je vous proposerai 5 minutes de pause pour que les nombreuses personnes qui veulent entrer entrent, et les quelques personnes peut-être qui voudraient sortir sortent. Et puis après, en fonction du temps, on verra si vous le souhaitez ou si vous ne le souhaitez pas. On s'assoira sur les fauteuils et peut-être qu'on pourra entamer une conversation sur un débat sur des questions scientifiques qui vous intéressent. Donc voilà la petite introduction. Jacqueline, tu as la parole pour 40 minutes. Alors, pour les questions, je vous propose, pour ne pas compliquer l'après-midi, que les questions, on les garde pour la fin. D'accord ? Tu préférais qu'on te pose des questions pendant ? S'il y en avait une urgente. Voilà, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas du tout. Voilà. Oui. Des questions immédiates, parce que je ne voudrais pas que ça déborde trop longtemps. D'accord ? D'accord. On est d'accord sur le mode opératoire ? On est d'accord. Tiens. 10 minutes avant. Voilà. Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. On va parler de la lumière, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup dehors et que c'est peut-être plus agréable d'être à une terrasse, mais on va essayer de passer un bon moment ensemble. Et donc, j'ai appelé mon exposé « Des cristaux de lumière ». Je vais vous raconter les recherches qu'on fait dans mon laboratoire. Et c'est un peu bizarre, des cristaux de lumière. La lumière, ça va à toute vitesse. Voilà. Et puis les cristaux, c'est les jolies pierres qu'on peut voir. Quel est le rapport ? Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer en essayant de faire les choses simples. Ça va être peut-être, pour ceux qui sont un peu scientifiques, ils vont peut-être trouver que j'exagère un peu dans la simplification, mais pour les autres, j'espère que ça vous éclairera, justement. Donc, je suis physicienne, je suis expérimentatrice et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de nanosciences et de nanotechnologie, qui se trouve à Palaiseau, à côté de Paris, dans le sud de Paris. Et je vous en dirai plus un petit peu après. Donc, j'ai fait des études de physique et j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ESPCI, École supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris. Alors, le I, on l'oublie un petit peu. Voilà, donc c'est une école qui est très, très axée sur la recherche, où il y a beaucoup de cours de physique en particulier et de travaux pratiques. Et moi, j'ai adoré les cours, et on est plein à avoir absolument adoré les cours de Jacques Le Winer et de Claude Boccara. L'un nous expliquait justement la physique du solide, la physique des cristaux, comment se comportent les électrons dans ces matériaux et pourquoi il y en a qui sont métalliques, d'autres qui sont semi-conducteurs, pourquoi on peut en faire plein de choses, etc. Et puis il y avait les cours d'optique de Claude Boccara qui nous expliquait comment se propage la lumière, comment on peut comprendre ce genre d'expérience et l'électromagnétisme et tout ça. Et moi j'adorais les deux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je simule la physique des électrons dans les cristaux, ce que j'avais appris avec Jacques Le Winer, en faisant des cristaux, mais dans lesquels je vais piéger la lumière et je vais donner à la lumière les mêmes propriétés qu'ont les électrons dans les matériaux. Donc c'est un petit peu magique. J'ai vraiment réussi donc, à finalement travailler dans les 2 domaines à la fois. Donc, si on regarde, on va en discuter un peu plus. Dans les électrons, dans les cristaux, on a des atomes qui sont arrangés de façon complètement ordonnée. Il y a plusieurs structures cristallines et typiquement les échelles caractéristiques de longueur entre 2 atomes, c'est ce qu'on appelle l'angstrom, c'est 10-10 mètres. C'est
très 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 petit. Voilà, typiquement un cheveu, je crois que ça fait 20 microns de diamètre, et on est encore 10 000 fois plus petit que ça. Quand je vais vous montrer maintenant ces cavités, donc qui vont vraiment être un arrangement aussi périodique de petits pièges dans lesquels je vais mettre de la lumière, les échelles caractéristiques, c'est le micron. Donc c'est 10 000 fois plus grand. Du coup, c'est 10 000 fois, enfin, c'est pas 10 000 fois plus facile, mais c'est beaucoup plus facile de faire des expériences dessus. Du coup, au lieu de travailler à l'échelle de l'angstrom et de regarder comment se propagent les électrons, je vais finalement faire la même chose, mais avec de la lumière, que je vais pouvoir mesurer avec des objectifs de microscope, créer avec un laser, et tout est beaucoup plus facile à mesurer. Et en fait, je vais avoir accès à toute la physique, mais dans des échelles beaucoup plus grandes. Mais c'est la même physique que je vais regarder. Après, c'est intéressant parce qu'on travaille dans des semi-conducteurs qui sont en fait exactement les mêmes que ceux qui émettent la lumière rouge de ce laser que je suis en train de vous montrer. Donc, c'est des matériaux qui sont très contrôlés, qui sont utilisés dans des dispositifs optiques comme les lasers. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des nouvelles propriétés à la lumière qui pourraient avoir des applications, et on est déjà dans le matériau qui sert pour faire des dispositifs. Alors, donc, l'idée de simuler un autre système avec un autre système, et finalement, au lieu de faire des expériences sur le système qui nous intéresse, on en fait sur un autre et on obtient les résultats. C'est une très très vieille idée qui a déjà été utilisée par les Grecs quand ils ont fait des horloges astronomiques. En fait, les horloges astronomiques, c'est un appareil avec des petits engrenages qui est très très savant et qui permet, quand on le laisse tourner, de prédire le mouvement des planètes. Et les Grecs, ce qui les intéressait beaucoup, c'était de prédire les éclipses, qui étaient des événements très importants. Et donc finalement, c'est le premier calculateur analogique, c'est-à-dire un système physique. Un système, c'est pas un ordinateur, c'est un système physique qui simule la physique d'un autre et qui vous permet d'apprendre des choses sur le système, mais avec un système artificiel plus contrôlé. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Gaudi lorsqu'il a imaginé et créé sa cathédrale, la Sagrada Familia. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc les architectes, aujourd'hui, ils ont des super algorithmes et des logiciels en 3D qui leur permettent de tout calculer. À l'époque, il n'y avait pas ça. Et il voulait fabriquer un édifice quand même très très compliqué, et il aimerait bien que son édifice tienne debout et qu'il soit stable. Et donc ce qu'il a fait, c'est une maquette, la tête en bas, avec des petits fils et puis des petits poids en sable. Et on peut montrer que la forme que prend cet objet quand on le met la tête en bas, c'est la forme la plus stable de la cathédrale si on la remet à l'endroit. Et ce qui est formidable, c'est que si je veux rajouter un petit arc, changer la longueur de quelque chose, je le fais et hop, j'ai plus qu'à regarder la forme que prend la chose. Ça vous a calculé automatiquement la forme optimale que doit avoir la Sagrada Familia. Donc si ça vous intéresse, cette maquette se trouve dans le musée Gaudi, juste à côté de la cathédrale à Barcelone. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de simuler la physique des électrons dans les cristaux. Donc ici, je vous montre un certain nombre de cristaux. Ceux-là, ils sont géants. Alors, on ne voit pas très bien, mais ça, c'est des gens. Et c'est dans une grotte au Chili, je crois, où les cristaux sont gigantesques. Ici, vous avez du quartz qui est transparent. Et puis ici, vous avez d'autres cristaux. Donc le GAS, c'est lui qui émet ma lumière rouge qui est dans mon laser. Et il a l'air un peu métallique comme ça. Donc, ce qu'on voudrait, c'est comprendre comment ça marche. Et donc, souvent, vous avez dû voir déjà des images comme ça. On représente ces cristaux par des petites boules et puis ils sont reliés par des petits segments. Et donc, la question qu'on se pose, c'est d'abord, pour arriver à faire la même chose avec de la lumière, il faut comprendre un tout petit peu comment marche ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que les petites boules et surtout, qu'est-ce que c'est que les petits bâtonnets qu'il y a entre les deux. Donc là, on va faire un tout petit pas dans la mécanique quantique, mais gentiment. On va faire doucement. Alors, donc en fait, les atomes, on sait que ce sont il y a un noyau, puis autour, il y a des électrons. Alors en fait, pour comprendre ce qu'on va faire, il faut admettre que quand on va à des échelles toutes petites et qu'on commence à regarder vraiment des particules comme les électrons, en fait, ils ne se comportent pas comme nous
on a un petit problème à appréhender ça. Et en fait, c'est vraiment au tout début de la physique quantique. On s'est rendu compte, en fait, par exemple pour la lumière, qu'il y avait des expériences qui prouvaient que la lumière c'était une onde, et puis on est tous habitués à imaginer que c'est des ondes qui se propagent. Mais il y a d'autres expériences qui donnent l'impression que c'est un corpuscule, que c'est vraiment des petites billes, et que c'est pas une onde. Et il y avait un problème à mettre tout ensemble. Et c'est Einstein qui a le premier dit, bah oui, en fait, les photons, c'est une onde. C'est une onde avec une certaine longueur d'onde qui va correspondre à différentes couleurs. Mais en même temps, elle est faite de petits grains d'énergie, de petits grains de lumière, et dont l'énergie est définie par cette expression. Donc, la lumière, elle est à la fois onde et corpuscule. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, on va se servir des ondes, donc ça ne va pas tellement nous gêner, cette histoire de corpuscule. Mais ce qui est très, très fort, c'est que finalement, ça peut être complètement généralisé à toutes les particules. Et même les électrons, par exemple, sont à la fois une onde et un corpuscule. On a l'impression, nous, que quand on a un courant électrique, c'est vraiment des petites charges qui se baladent. Mais en fait, c'est aussi des ondes. Donc, il y a, ici, P, c'est la quantité de mouvement d'un électron. Grosso modo, c'est sa masse fois sa vitesse. Et ben, c'est lié à sa longueur d'onde. Et donc, à très très basse température ou à très petite échelle, les électrons se comportent comme des ondes. Et donc, il faut faire avec pour comprendre comment marchent les cristaux. Et du coup, les cristaux, donc un atome par exemple, au départ, Niels Bohr, il avait imaginé un modèle où l'atome, c'est un noyau qui est formé de neutrons et de protons. Et puis autour, il y a des petits électrons qui sont ponctuels, qui tournent autour. Et finalement, quand on fait des calculs, on s'aperçoit qu'il y a au lieu que ce soit n'importe quelle orbite, un satellite autour de la Terre, il peut être à n'importe quelle altitude, l'électron, il n'a que certaines valeurs de l'altitude qui sont autorisées. Et ça fait que l'atome, il a des niveaux d'énergie. Les électrons, ils ont des niveaux d'énergie précis et pas n'importe lesquels. Et ça, c'était ce qu'on appelle le modèle planétaire. Mais en fait, ce modèle, il est faux, parce que les électrons ne sont pas des corpuscules, mais sont des ondes. Et donc, il faut imaginer qu'un électron, il n'est pas précisément à un endroit, il est représenté par ce qu'on appelle un nuage de probabilité. Il est délocalisé. Il est à plusieurs endroits à la fois. Et les nuages d'électrons, chaque orbite là qu'on s'imagine, ça correspond à des nuages qui ont des formes, des tailles différentes. Et donc, suivant l'orbite dans laquelle est mon électron, il habite un nuage qui est différent. Et donc, voilà la forme des nuages. Ça, c'est le nuage d'un électron qui est très, très, très lié, très près, qui a une orbite toute petite autour du noyau. Ça, c'est une autre orbite, qui est un autre nuage qui correspond à un niveau moins lié. Il est un peu plus loin, en moyenne, du noyau. Et puis après, il y a des nuages qui ont des drôles de formes, qu'on appelle des orbitales P, qui ont deux nuages, deux parties, deux lobes. Et en fait, ces nuages, ils ont un signe. Alors, c'est là qu'il va falloir admettre. Et c'est pour ça qu'ils ont deux couleurs différentes. C'est plus, c'est moins. Peu importe. En tout cas, là, l'électron, il est vraiment beaucoup plus loin. Il est très peu près du noyau. Et il a ces formes-là. Donc, au lieu d'imaginer des petites billes, il faut imaginer des nuages. Alors, comment ça marche ensuite? Donc, nous, je vous rappelle, ce qu'on a envie de comprendre, c'est les petits bâtonnets. C'est qu'est-ce qu'il y a dans un cristal entre les deux. Donc, il faut imaginer, par exemple, deux atomes d'hydrogène. L'hydrogène, c'est facile, il a juste un électron, un nuage électronique. Et donc, avant, quand on avait le modèle planétaire, donc en fait, les hydrogènes, ils n'ont qu'un seul électron, ils aimeraient bien en avoir deux. Donc, quand deux atomes d'hydrogène se rencontrent, ils ont envie de le partager, les deux électrons. Comme ça, ils ont tous les deux l'impression qu'ils ont deux électrons. Et le modèle planétaire, il est facile à comprendre. J'ai un électron qui vient de celui-là, mais il peut changer d'orbite et puis passer là, puis revenir là. Donc, en fait, il est vraiment un petit peu sur les deux. On ne sait plus bien lequel vient duquel. Mais ce modèle, en fait, il est faux. En fait, ce qu'on a, c'est deux nuages. Et ces deux nuages, ils vont se recouvrir et former un gros nuage comme ça, dans lequel il y a deux électrons. Et ça s'appelle
une orbitale et une liaison covalente. C'est ça qu'on appelle en chimie la liaison covalente. C'est quand deux nuages électroniques se recouvrent et que finalement, les deux noyaux peuvent profiter des deux électrons qui sont là. Voilà. Et donc, si je regarde mes deux nuages, en fait, ils vont pouvoir former deux liaisons covalentes, deux états différents. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, ils sont avec le même signe. C'est lui plus lui, ça fait ce truc-là. Et puis l'autre, c'est lui moins lui. Donc, il y a un zéro au milieu. Et puis deux nobles qui sont avec des signes différents. On appelle ça une orbitale liante et antiliante. Et verticalement, c'est l'énergie. Le plus basse énergie, c'est celui-là. Le plus haute énergie, c'est celui-là. Et on va mettre deux électrons dans celui-là. Alors après, on peut aller plus loin. Et finalement, la classification périodique et la façon dont les cristaux se forment, on peut la comprendre comme ça. Donc par exemple, si on regarde l'atome de fluor. Alors l'atome de fluor, dans cette classification, il est là. Et alors en fait, ça c'est le nombre d'électrons qu'on a dans un niveau. Et les atomes qui sont par ici, ils n'ont qu'un rêve, c'est de partager des électrons en nombre qui leur permet d'être dans cette colonne. Cette colonne, c'est les gaz rares. C'est des gaz qui sont hyper contents avec le nombre d'électrons qu'ils ont. Ils sont satisfaits. Ils n'ont aucune envie d'aller partager avec qui que ce soit. Ils ne font pas de liaison. Ils sont complètement inertes. Donc, l'atome de fluor, lui, il est un cran avant. Il lui manque un électron. Il a très envie de trouver un électron quelque part pour pouvoir ressembler ici au gaz rare qui correspond. Donc, par exemple, ici, vous voyez un fluor qui va se recouvrir avec l'orbitale d'un atome d'hydrogène. Et ça, c'est comme ça qu'il forme une liaison covalente et forme la molécule HF. Et le fluor est très content parce qu'il peut partager son électron avec le H. Deux fluors peuvent aussi se mettre ensemble pour partager. Donc là, vous voyez, c'est deux nuages qui ressemblent à celui-là du fluor qui se recouvrent et ça fait la molécule de fluor, le F2. Alors après, on peut aller faire des choses plus compliquées. On peut regarder le benzène. Alors le benzène, c'est 6 atomes de carbone qui sont en rond comme ça. Et chaque atome de carbone a un atome d'hydrogène. Alors le carbone, il est où? Il est là. Donc 1, 2, 3, 4. Il lui manque 4 électrons. Donc il a envie de partager 4 électrons avec quelqu'un. Alors si on regarde ici, alors, on a représenté les orbitales qui sont intéressantes pour le carbone. On les représente comme ça. Donc, j'ai les 3 vertes et puis une verticale comme ça. Alors, vous voyez que quand je fais le squelette de ma molécule, vous voyez que là, j'ai ce carbone-là. Il partage un électron avec le carbone d'à côté, un électron avec le carbone d'à côté, ça lui en fait 2, et un électron avec l'hydrogène. Il se recouvre ces nuages. Mais, et c'est pareil pour les 6. Et vous voyez qu'il nous reste ceux-là, les verticaux là. Eux, ils sont partagés avec personne. Alors, voilà, ils sont partagés avec personne. Ils sont les uns à côté des autres. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ces électrons-là, ils vont pouvoir sauter dans cet atome-là, dans celle-là. En fait, les 6 atomes vont se donner la main avec ces orbitales-là et former des niveaux qui sont des nuages en fait qui sont délocalisés sur les 6 atomes. Les électrons, ils vont plus du tout se rappeler d'où ils viennent. Ils vont se retrouver délocalisés sur les 6 atomes. Et ils forment 4 niveaux d'énergie et ils peuvent se tourner en fait dans un sens ou dans l'autre. Et si vous vous rappelez, souvent la molécule de benzène elle est représentée comme ça, un hexagone avec un petit rond au milieu. Le petit rond au milieu, c'est ces fameux électrons qui savent plus très bien à qui ils appartiennent et qui se baladent. Après, on peut aller maintenant dans les cristaux. Là, on a vu comment on couple 2 atomes ou bien 6. Maintenant, imaginez un cristal qui est fait de N atomes dans toutes les directions et que, par exemple, une chaîne unidimensionnelle, on va dire, et chaque électron donne un électron. Chaque atome a envie de partager un électron, mais avec tous ses voisins, en fait. Donc, au bout du compte, je vais former toute une série de niveaux d'énergie. On appelle ça une bande. Et dans chaque niveau d'énergie, le nuage
pour l'électron qui va être dans cet état, il est délocalisé sur l'ensemble du cristal. C'est comme la molécule de benzène, sauf que maintenant, c'est à l'infini dans tous les sens. Donc, tous les cristaux, ils ont des niveaux d'énergie qui sont délocalisés sur tout le cristal, quand c'est un monocristal. Hein. Et les propriétés de ces cristaux vont dépendre complètement de ça. Et c'est ça qui fait que, par exemple, certains matériaux sont des métaux. Et qu'est-ce que ça veut dire un métal? Ça veut dire que je peux injecter du courant d'un côté et faire passer un courant et le faire ressortir de l'autre. Donc vous voyez bien que pour ça, il faut qu'il y ait des électrons qui soient capables de ne pas rester sur leur atome, mais de sauter d'un site à l'autre. Et c'est exactement parce qu'ils sont dans des bandes comme ça. Alors, quand on a une balle de tennis, un corpuscule classique, et qu'on se balade, qu'on a de la vitesse, vous savez que son énergie est proportionnelle à 1/2 de mv2. Vous savez que quand vous recevez, vous vous cognez avec une mouche qui va à 5 km/h, ça ne fait pas la même chose que quand vous vous cognez avec un camion qui fait 5 km/h. Donc, ce n'est pas que la vitesse qui compte pour l'énergie, c'est aussi la masse. Voilà. Donc, si je représente l'énergie en fonction de la vitesse, eh bien, ça fait une parabole. C'est juste une courbe normale. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment on décrit l'énergie d'un électron qui se balade comme ça dans un cristal? Est-ce que je peux dire que E égale 1/2 de mv2? Donc, ce que j'ai envie d'étudier, c'est comment varie l'énergie d'un électron en fonction de sa vitesse. Et c'est beaucoup plus compliqué. En fait, quand je regarde l'énergie en fonction... Là, on peut supposer que c'est la vitesse. Donc là, en fait, je suis à l'arrêt, je n'ai pas de vitesse et j'ai différents niveaux d'énergie. Et puis là, je commence à me déplacer dans une direction ou dans une autre. Alors là, vous voyez, au voisinage d'ici, ça ressemble à une parabole. Donc en fait, les électrons, on peut dire que c'est 1/2 de mv2, ça marche. Ils ont une masse, ce n'est pas la masse des électrons libres, c'est la masse d'un électron dans cette bande de mon cristal, qui n'est pas la même. Il y a par exemple le GAS, que j'ai toujours dans ma main. Les électrons, ils ont une masse beaucoup plus légère que ce qu'ils ont dans le vide. Donc ils vont très très vite, ils sont faciles à bouger, et je peux faire des dispositifs très rapides avec ce type de semi-conducteur. Alors après, vous voyez que c'est plus compliqué. Ici, c'est le contraire. Plus j'ai de la vitesse, moins j'ai de l'énergie. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Et finalement, quand je fais de la microélectronique et que je fais bouger des électrons dans ces semi-conducteurs, c'est en fonction de ça que je sais comment vont répondre mes électrons quand je les accélère. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des bandes. Et il y a des gaps aussi, des bandes interdites. Vous voyez qu'ici, il y a un trou. Il n'y a aucun état qui peut permettre à l'électron d'avoir une énergie qui est dans cette partie-là. Donc ça, c'est aussi un des grands, ce qu'on appelle la théorie des bandes dans les solides, c'est d'écrire les bandes et d'écrire les bandes interdites. Et ça va donner lieu on peut décrire comme ça toutes les propriétés de ces matériaux. Alors, dans ces matériaux, il y en a un qui est très très célèbre aujourd'hui, c'est le graphène. Le graphène, c'est une monocouche d'atomes de carbone disposés en nid d'abeille comme ça. Donc, vous voyez, c'est presque comme des benzènes, sauf qu'au lieu de mettre des hydrogènes en plus, donc il y a celui-là par exemple, il a 2 voisins carbone pour faire comme le benzène, mais de l'autre côté, au lieu d'avoir un hydrogène, il a de nouveau un autre voisin carbone, etc. C'est exactement comme ce que je vous ai raconté. Et ce qu'on avait vu, c'est que dans le benzène, il restait des orbitales qui n'étaient pas occupées, la 4e. Et bien c'est exactement pareil ici. Dans le graphène, j'ai des orbitales comme ça, qui ne demande qu'à se coupler. Donc un électron qui est là, il va pouvoir sauter là, puis sauter là, puis sauter là. Et du coup, c'est aussi un matériau qui a des bandes et avec des électrons qui peuvent se balader dans tout le système. Alors, les bandes, elles ressemblent à ça dans le graphène. Donc c'est, encore une fois, alors au milieu, c'est je suis immobile, et ensuite je me déplace dans une direction, dans une autre. Alors en fait, il y a 2 bandes d'énergie, il n'y a pas de bande interdite, ça se touche ici, et ça se touche à un endroit où c'est un petit peu bizarre, la relation l'énergie en fonction de la vitesse, c'est linéaire ici.
Donc c'est pas du tout pareil que la parabole que j'avais dans le vide. Et ça donne au graphène des propriétés extraordinaires qui font qu'il y a énormément de physique très très belle qui se fait là-dessus. Alors, nous, ce qu'on aimerait, c'est comme il y a beaucoup de physique très intéressante, et en particulier, on a envie vraiment de mesurer les nuages électroniques, de voir comment s'organisent les nuages dans ces structures. C'est là qu'intervient notre système analogue avec la lumière. Donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes au Centre de nanosciences et de nanotechnologie. Le logo de notre labo, il est comme ça. En fait, c'est une vue du dessus de notre bâtiment. Et ça, c'est la salle blanche. C'est une salle extrêmement propre, avec tous les appareils qui sont nécessaires pour faire croître des cristaux de monocouche par monocouche, les faire pousser de façon extrêmement propre, et ensuite les sculpter. Alors on dessine des masques avec un petit crayon, je vais vous montrer, le petit crayon c'est un faisceau d'électrons, et ensuite on peut graver et sculpter à l'échelle nanométrique des échantillons qu'on a fait pousser. Donc ça, c'est la machine pour faire pousser les matériaux. Et ensuite, ça, c'est une machine pour avoir un plasma qui va graver les échantillons. On arrive à faire ensuite des cristaux qui ont cette forme. Donc ça, vous voyez, on va la retrouver. C'est comme une petite molécule de benzène. C'est 6 petits piliers, 6 petites cages pour les photons qui sont couplés. Et on fait des expériences d'optique. Et vous voyez ici un microscope, l'échantillon est là, puis ensuite on vient détecter la lumière. Alors, ce qu'on a envie, c'est de piéger la lumière. Mon but, c'est de faire un piège à lumière. Et donc, c'est très facile. En fait, il faut faire 2 miroirs, une cavité avec 2 miroirs, et la lumière, elle va osciller entre les deux et elle va se retrouver piégée. Alors, on veut que la cavité soit petite, que les miroirs soient les meilleurs possibles. Et donc, pour ça, on va faire pousser toute cette structure à couche atomique par couche atomique, pour que ce soit un échantillon parfait. Et donc, ça, c'est la machine qu'on utilise. Donc, c'est une machine qui est sous ultravide. Et donc, à l'intérieur, on a un petit four, on accroche dessus un petit substrat, et en face, donc ici, c'est de l'ultravide, c'est vraiment le vide interstellaire. On a des pompes et tout, des systèmes pour faire le vide dedans. Et on a ici des petites boîtes, on appelle ça des creusets, qui sont très chauds, avec les atomes qu'on a envie, qui vont constituer le cristal qu'on a envie de faire pousser. Donc c'est vraiment des matériaux purs, du gallium, ici, de l'arsenic, de l'indium. Et quand on ouvre, donc ici, il y a une petite porte qui peut fermer ou ouvrir la porte à le couvercle de cette boîte. Quand on ouvre cette boîte, ces atomes qui sont la vapeur atomique de ces matériaux se retrouvent dans l'ultravide. Et quand ils se retrouvent dans l'ultravide, ils vont tout droit, ils ne se cognent pas, et ils vont se piéger, se coller à l'échantillon et s'incorporer au cristal. Alors, on peut, avec cette technique-là, faire pousser les échantillons avec une vitesse qui est de l'ordre de 1 monocouche atomique par seconde. Donc c'est ultra lent. Ce qui veut dire que si je veux contrôler l'épaisseur, si je veux la contrôler à 1/10, j'ai juste à ouvrir et fermer mes couvercles à 1/10 de seconde près. Alors en fait, on fait un peu plus rapide que ça, mais il n'y a pas besoin d'être précis. Comme c'est tellement lent, on est capable de déposer les choses couche par couche. Et donc vous voyez ici une image en microscopie électronique en transmission où, après avoir déposé mes couches, je prends une tranche et je regarde le millefeuille que j'ai fait pousser. Et ce qu'on voit, c'est les colonnes atomiques ici. Et vous voyez ici une épaisseur. Alors, on peut compter les monocouches atomiques de GAS. Et puis, tout d'un coup, on a changé, on a fermé le couvercle de la boîte où il y avait du gallium. On en a mis on a ouvert celle où il y a de l'aluminium. Et tout d'un coup, ça a fait pousser par-dessus de l'aluminium, aluminium arsenic, c'est de l'arsenure d'aluminium, etc. Et si vous regardez l'interface, alors je ne sais pas si vous voyez bien, là j'ai mis mon pointeur laser à l'interface de ce côté. Et en fait, l'interface, il est une monocouche plus bas de ce côté-là. Par ici, j'ai une marche atomique. Mais on ne peut pas faire mieux, quoi. C'est vraiment une croissance ultra bien contrôlée.
Et donc avec cette technique-là, alors ça leur prend toute la nuit, 12 heures, pour faire la croissance d'une couche où il y a les miroirs, une cavité, le miroir. Et au bout du compte, je me retrouve avec un échantillon qui est grand comme ça. Et dans la section, en fait, c'est un empilement de couches comme ça qui est très très propre. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, une fois que j'ai cette couche, je vais déposer ce matériau rouge par-dessus, qui est une résine qui a été développée par tous les gens qui ont développé l'optoélectronique et la microélectronique, l'industrie, qui fait ces lasers et toute l'électronique et l'optoélectronique. Une résine qui est très intéressante parce qu'elle est sensible aux électrons. Donc, mon petit crayon, c'est un faisceau d'électrons focalisés. Et si j'envoie des électrons localement quelque part, eh ben cette résine, elle va se polymériser, elle va devenir très très dure. Et ces gens ont développé, les technologues, ont développé des solutions chimiques qui sont capables de dissoudre la résine quand elle n'a pas été polymérisée et de la laisser quand elle a été polymérisée. Donc, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner avec le petit faisceau un petit rond, par exemple. Et ce petit rond, il est polymérisé, alors que tout le reste ne l'est pas. Donc, je le fais une deuxième fois. Alors là, j'ai fait des animations hier dans le train, c'est du grand art. Voilà, j'ai fait des petits ronds comme ça. Au bout du compte, je vais faire des petits motifs. Et puis, en utilisant la solution chimique, je vais virer tout ce qu'il y avait autour. Et il ne me reste plus que les petits plots de résine que j'ai insolés, que j'ai polymérisés. Après ça, il y a plusieurs étapes. Je fais simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un plasma sur mon échantillon. Donc ça, c'est une machine. J'ouvre le couvercle, je mets mon échantillon, je ferme et j'allume un plasma qui va dégommer complètement la matière partout, sauf là où c'est protégé par ce petit masque. Et du coup, je grave et je me retrouve ici avec mes couches que j'avais déposées qui sont là. Et puis, je descends jusqu'à ce que je sois arrivée dans le substrat et que ce ne soit plus la peine. 10 minutes, on y est. Voilà. Et ça, ce sont des petits plots qui sont... donc, il y a des couches qui forment une cavité. En fait, on les voit. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des couches qui forment un miroir. Ensuite, là, il y a une cavité. Et au-dessus, il y a le miroir. Ça, c'est la couche qui a servi à protéger. Et en fait, c'est pareil, vous voyez des réseaux. Donc après, je peux aller mesurer sur un de ces piliers avec un objectif de microscope, envoyer de la lumière et sonder les propriétés. Alors, comment ça marche? Si je regarde un seul de ces piliers à la fois et que je regarde la lumière piégée dans ces cavités, je vois que la lumière, elle est piégée dans toutes les dimensions et elle a des modes, des endroits où il y a des résonances. La résonance de plus basse énergie, elle a une forme comme ça. C'est une onde stationnaire, c'est comme la corde vibrante, avec un maximum au milieu. Et puis au-dessus, je vois un autre mode qui a 2 lobes, et en fait, elle a cette forme. Et ça ressemble exactement à mes nuages qui étaient sphériques, qu'on appelle des orbitales S, et mes nuages qui avaient 2 lobes, qui sont mes orbitales P. Donc vous voyez où je veux en venir. C'est des nuages, là c'est de la lumière, mais pour moi, ça va ressembler à mes nuages électroniques. Donc après, je peux en mettre 2 couplés l'un à l'autre. Et quand j'en mets 2 couplés l'un à l'autre, qu'est-ce que je vois? Je vois que les photons, la lumière qui est piégée là, dans ce mode-là, et bien maintenant, elle est délocalisée sur les 2. Et je forme mes fameuses liaisons qui sont liantes ou antiliantes, ce que je vous avais montré pour les électrons. Et puis là, j'ai mes lobes, le mode P, l'orbital P, qui forme aussi un mode liant et antiliant. Donc nous, on appelle ça un atome photonique, et ça, c'est une molécule diatomique photonique. Et ensuite, je peux faire une grande chaîne. Alors là, je n'ai pas l'image, mais j'ai un petit schéma. Et je vois que maintenant, ici, au lieu d'avoir juste 2 niveaux, j'en ai plein. C'est toute une bande. Ici, j'ai une bande interdite, et puis au-dessus, j'ai de nouveau des bandes. Donc ça ressemble exactement à ce que je vous ai raconté pour les électrons dans les cristaux, mais maintenant, c'est des photons. Alors, en fait, il se trouve qu'avec l'optique, on peut directement mesurer la bande. Et vous voyez, la bande, elle a cette forme-là. Il y a une bande interdite, et puis ensuite, d'autres bandes. Alors, c'est très joli parce que quand on est étudiant et qu'on étudie la matière condensée, un des premiers exercices qu'on fait, c'est le calcul d'une chaîne unidimensionnelle d'atomes. Et on calcule cette formule exactement. Donc, les étudiants ils sont très, très contents de voir qu'on peut voir ça directement en faisant de l'optique. Alors après,
Eh ben, on a fait. Alors, j'enseignais justement la molécule de benzène. Alors, du coup, ça m'a donné l'idée de la fabriquer avec de la lumière. Donc, ici, vous voyez que j'ai 6 piliers couplés les uns aux autres dans un rond. Et on a vu que les orbitales de la molécule, elles se délocalisent et elles peuvent se balader tout autour. Et il y a 4 niveaux d'énergie. Ben, les 4 niveaux d'énergie, je les vois quand je fais de l'optique sur cette molécule. Et si je regarde sur chaque niveau d'énergie, les photons et la lumière est vraiment délocalisée sur tous. Et en fait, ici, c'est la somme des 6 nuages. Ici, c'est l'un moins l'autre, plus l'autre, moins l'autre, plus l'autre, moins l'autre. On voit bien qu'il y a des zéros, que ça correspond bien à des nuages orientés dans des directions opposées. Alors, on sait que ça tourne. Je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer, mais on peut montrer effectivement que la lumière tourne dans ces 2 niveaux d'énergie. Et on a fabriqué avec ce système-là un petit laser dont la lumière, en fait, au lieu que ce soit une onde comme une vague, c'est vraiment un tourbillon. C'est un tire-bouchon. C'est une lumière dont la phase tourne. Donc, on peut imaginer que c'est comme un petit tourbillon, que ça avance en même temps que ça tourne. Et le sens dans lequel ça tourne, on peut le contrôler optiquement dans la façon dont on excite la structure. Alors, ce type de lumière, qui a été découvert il n'y a pas tellement longtemps, a plein d'applications. Et donc, nous, avec notre petite molécule de benzène, on a pu montrer qu'on avait un micro-laser tout intégré dans un matériau facile à croître, parce qu'en tout cas disponible dans toute l'industrie de la microélectronique, qui émet de la lumière qu'on appelle hélicale et qui est contrôlée optiquement. Voilà, donc c'est juste un exemple d'application possible des recherches qu'on fait. Pour finir, le graphène, qui est le matériau actuellement qu'on étudie beaucoup, qui est vraiment le plus intéressant. Alors, les bandes, je vous avais dit qu'elles étaient comme ça. Donc, c'est les orbitales qui ont une forme sphérique qui donnent lieu à ces bandes-là. Donc, nous, on a fait ce matériau. C'est un réseau en nid d'abeilles de petits pièges à lumière. Et si je regarde les bandes, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici, on a fait une coupe qui croise exactement là où on a ces petits points de contact. Et donc, ce qu'on voit, c'est vraiment cette partie-là des bandes qu'on a ici, avec les fameux endroits où c'est linéaire. Et en fait, ça, c'est donc la lumière qui se propage dans une direction, mais en fait, on peut regarder dans toutes les directions et reconstruire complètement. Donc ça, c'est une mesure où on voit les bandes, la façon dont la lumière se déplace en fonction de sa vitesse dans cette structure-là. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on a dans le vrai graphène. Donc bon, ça date déjà d'il y a quelques années. Et maintenant, on est vraiment capable de mesurer complètement les nuages pas électroniques, mais optiques, de la lumière dans ces structures. Et ça nous donne des informations extrêmement précieuses. Donc en particulier, il y a des théories que je n'ai pas du tout le temps de vous expliquer, qui sont en lien avec la topologie, qui donnent des propriétés très particulières à ces matériaux-là. Et la topologie, en fait, c'est des maths, c'est une branche des mathématiques, et qui relie les propriétés de ces structures à ce qu'on appelle des invariants topologiques. Et ces invariants, c'est des nombres entiers. Voilà. Donc en gros, la physique, elle est gouvernée par des familles d'objets mathématiques avec des nombres entiers. Donc c'est très abstrait. Et ça paraît un peu fou. D'ailleurs, les physiciens, au début, ils n'ont pas trop aimé qu'on utilise ça. Ils disaient, mais à quoi ça sert? C'est un peu fou. Et bien, ces nombres entiers, en mesurant tous les nuages électroniques et photoniques, on les mesure directement optiquement. Donc on a accès vraiment à ces concepts mathématiques grâce à ce simulateur qui nous permet d'aller sonder tout beaucoup mieux qu'on le ferait avec des électrons. Alors il se passe... donc, bon, ça je vais laisser tomber. Il se passe plein de choses au bord aussi dans ces matériaux-là. Donc un vrai graphène, il a des bords qui peuvent être comme ça ou comme ça. Alors celui-là, il s'appelle zigzag parce que ça zigzague le bord. Et celui-là, il s'appelle fauteuil ou armchair parce que ça fait une espèce de chaise longue au bord. Nous, on a aussi un qui s'appelle barbu. Parce qu'il y a des poils comme ça qui dépassent. Alors, dans la vraie nature, il n'y aurait pas d'atomes qui dépassent comme ça sans voisin, ils se réorganiseraient. Mais nous, nos structures, elles sont totalement rigides, on les a gravées, elles ne peuvent pas bouger. Donc, on a un bord en plus. Et on peut aussi regarder comment la lumière se propage au bord. Et il se passe énormément de choses dans le vrai graphène avec les bords. Voilà, donc je vais m'arrêter là.
Je voudrais, pour conclure, donc vous expliquer comment finalement on explore la physique des cristaux avec un autre système. Ici, c'est de la lumière dans des semi-conducteurs et c'est un peu la même démarche que les Grecs avec leur horloge astronomique, Gaudi avec sa cathédrale et plus généralement tout un domaine qu'on appelle la simulation quantique qui est le fait de s'attaquer à des problèmes extrêmement compliqués et de faire des expériences pour avoir le résultat. Je voudrais insister sur le fait que c'est une recherche qui est fondamentale et qui est sur le long terme. Si on arrive à ce niveau de précision dans la fabrication, dans le contrôle, c'est parce qu'on a réussi et qu'on a pu travailler dans des laboratoires en équipe et sur un temps long. Et que finalement vous voyez que c'est un travail qui fait appel à beaucoup d'expertise, en particulier l'expertise des membres permanents du laboratoire qui travaillent en nanotechnologie et qui nous permettent de bénéficier de leurs avancées. On a aussi donc des expérimentateurs qui font des expériences d'optique et puis aussi des théoriciens qui nous aident à comprendre tout ça. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Donc j'ai 1 minute pour une question. Cette histoire de nombre entier, Pythagore l'avait dit il y a peu longtemps. Tout est non, mais là ça se confirme. Voilà. Une question rapidement. Je vous entends. Ah, ils enregistrent. Attention, vous êtes enregistré. Alors, une question rapide, allez-y. Déjà, merci beaucoup. Ma question, c'est de savoir comment vous avez été amené à faire un peu l'analogie entre les électrons et puis justement la lumière dans ces céramiques-là. Est-ce que c'est quelque chose que les mathématiques ont... ou est-ce que ça a été découvert un peu par hasard, quoi? Comment ça s'est fait? Non, c'est pas complètement par hasard. Disons que ce qu'on apprend quand on fait cette physique quantique et qu'on apprend la physique des électrons dans les cristaux, c'est que ce qui compte, c'est la symétrie. C'est le fait que le système, par exemple, il est symétrique par un certain nombre de translations, qui sont les mailles du réseau, mais pas toutes. Il y a n'importe quelle translation ne marche pas, ou bien une symétrie de rotation, etc. Et ce qu'on apprend, c'est que finalement, la physique est contrôlée par la symétrie. Et donc, finalement, un réseau en nid d'abeille à l'échelle atomique ou un réseau en nid d'abeille avec d'autres types d'ondes qui sont capables de vivre dans des structures qui sont du micron, on doit avoir la même physique parce que c'est les mêmes symétries. Voilà. Et donc, en fait, après, on va encore plus loin, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais la physique des électrons, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est quand on leur applique un champ magnétique. Il y a des effets quantiques extraordinaires, en particulier en 2D. Et on se dit, ah bah oui, nous on aimerait bien faire ça, mais les photons, ils ne sont pas chargés. Ils n'en ont rien à faire des champs magnétiques, parce que ce qui compte, c'est la force de Lorentz, qui n'existe pas avec les photons. Et bien en fait, ce qui compte, c'est de briser la symétrie par renversement du temps. Parce que quand on met un champ magnétique, les électrons ils vont tourner dans un sens ou dans l'autre et ce n'est pas équivalent. On a brisé le fait que c'est pareil d'aller dans un sens. Mais non, là, on va soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Et finalement, il y a moyen, dans nos échantillons, de faire l'équivalent et du coup, de simuler la physique d'un champ magnétique, même avec des atomes froids qui sont neutres ou avec des photons qui sont encore plus neutres. Donc, c'est des symétries qui sont à la base de ça qui nous permettent de réfléchir à comment implémenter, et pas du tout par hasard, de la physique équivalente, mais dans un autre système. Donc, ça permet vraiment d'avancer et de comprendre la substantifique moelle, finalement, de la physique. Qu'est-ce que c'est l'ingrédient minimal pour observer ce qu'on a avec des électrons dans un cristal? Un mathématicien dirait la même chose, la symétrie est au cœur de tout. Ça, c'est voilà. sûr. Écoutez, on va faire une petite pause de quelques minutes, comme ça ceux qui veulent entrer peuvent rentrer et ceux qui veulent sortir peuvent sortir. Et je crois qu'on peut remercier aussi Jacqueline. Merci Jacqueline.